Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci une fois de plus. Vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs, aussi sur nos chaînes YouTube au Centre TV, Delcast Télévision et Communication Plus TV. Je vous avais annoncé la présence de Madame Ernestine Nyoka. Je précise qu'elle était vice-ministre du budget sous les régimes de Joseph Kabila Kabange aujourd'hui. Elle est présidente d'un grand parti politique et représentée un peu partout en République démocratique du Congo, CPD. Elle est la Ligne Sacrée. Elle soutient le chef de l'État. Elle soutient le pays. Elle est ici avec nous. Madame Ernestine, soyez le bienvenu. Merci, Monsieur Delphin. Je soutiens le chef de l'État. Je soutiens mes compatriotes du Nord, Sud Kivu. On ne le dit pas assez. Ituri, qui sont dans une atroce souffrance. Et donc, une pensée pieuse pour tous ceux qui, leurs vies sont toujours fauchées dans les trois provinces. Alors, Madame Ernestine, avec vous, on va décrypter l'actualité. Reste pour parler ou les dialogues de Luanda convoqués par le président de l'Union africaine, facilitateur également, entre la RDC et le Rwanda. On va en parler et notre diplomatie, on en parle. La cohésion interne, on va en parler. Les gouvernements de l'Union nationale, quel type d'hommes qui sont censés se retrouver dans ce gouvernement, parce qu'il faut faire un gouvernement des crises. Mais d'entrée des jeux, vous êtes présidente d'un grand parti politique, CPD, aujourd'hui, implanté un peu partout. Quelqu'un m'a demandé de vous poser la question, qui est derrière vous? Maître Ernestine Nyoka a derrière elle les cadres de son parti, les militants, les patriotes congolais qui pensent que nous voulons faire et nous faisons une action salvatrice. Une action salvatrice parce que nous axons notre réflexion, notre combat, notre lutte pour que ces partis deviennent encore plus grands sur le patriotisme. Pour nous, c'est la patrie ou c'est la mort. C'est la patrie ou c'est la mort. CPD, vous avez pris part aux élections de 2023. Avez-vous eu gain de cause ou vous étiez aussi tombé dans les filets de ceux qui n'ont pas atteint les seuils? CPD, nous ne sommes pas tombés dans les filets de ceux qui n'ont pas eu gain de cause. CPD est allé aux élections dans le cadre du regroupement AABG. Okay. Action audible pour la bonne gouvernance. Ce regroupement est principalement l'œuvre de DIRCAB, directeur du cabinet du chef de l'État honoraire, M. Guilain Nyembo, qui aujourd'hui est vice-premier ministre au ministère du Plan. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes allés aux élections. À ces élections, le regroupement a pu glaner 8 députés, 8 élus. Okay. 8 élus de 2 structures. Pour le CPD, nous étions pourtant présentes. Moi-même aussi, j'ai été candidate sur Lukunga. Les choses n'ont pas marché
comme nous avions souhaité. CPD n'a eu qu'un seul élu. L'élu de CPD, c'est dans le Haut-Katanga. Ok. Et l'élu de CPD, c'est un élu municipal. Ok. Pour une première expérience de notre parti, voilà ce que nous avions pu glaner. Mais il y a autant de partis qui n'ont pas eu même un représentant, mais des partis qui ont été créés avant vous. C'était quoi votre magie? Vous avez corrompu Kadima? Nous n'avons pas corrompu. En fait, il faut dire vrai. CPD a 21 provinces. Ok. CPD a aujourd'hui 2 ans, on va dire, 2 ans et demi. Vous êtes là. CPD a 2 ans et demi aujourd'hui. C'est au cours du mois d'octobre, 27 octobre, que nous ferons notre 3 ans. Nous sommes un jeune parti, mais nous sommes un jeune parti dynamique. Ok. Sur terre. Nous sommes un jeune parti dont l'autorité morale, les cadres qui sont tout autour, sont des cadres dynamiques qui ont déjà une certaine vue, une certaine expertise de l'action politique. Et donc, on est peut-être jeune dans le parti, mais en politique, nous avons déjà un certain âge. Alors. Donc, les secrets, c'est le travail. Les secrets, c'est de pouvoir se mettre à la diapason de peuple congolais. Donc, les secrets, ce n'est pas simplement le nombre d'années. Les secrets tels que je suis, vous avez posé une de vos premières questions qui est derrière vous. Nous n'avons personne qui nous soutient en termes de finances. Nous travaillons avec les moyens que nous avons à notre disposition. Alors, Madame Ernestine Nyoka, le sujet est là, mais avant tout, j'aimerais d'abord terminer les arriérés, parce qu'il y a eu la restructuration de l'Union Sacrée. CPD fait partie des poids également de l'Union Sacrée, votre regroupement. Est-ce cette restructuration n'a pas tué l'Union Sacrée? Parce que j'ai suivi le Willy Michiki et les autres créer un autre regroupement en dehors de l'Union Sacrée pour soutenir le chef de l'État. Est-ce qu'à ce moment, cette division est à l'avantage du chef de l'État ou Si je dis que ce n'est pas à l'avantage du chef de l'État, ça veut dire que la question, la posture que moi-même j'ai eue sur l'ancienne formule du présidium, je veux me remettre en cause. Ok. Nous sommes parmi ceux qui ont demandé qu'on puisse ouvrir ces présidiums parce que nous n'avons pas senti le présidium accompagner les chefs de l'État. Ok. Nous avons senti que le présidium était chaque fois à l'arrière-plan et que les chefs étaient seuls en train de poser des actes. Ok. Pour nous, il était question, pour nous les CPD, il était question que le présidium soit ouvert et que ça permette aux acteurs politiques, même ceux qui sont des extra-parlementaires, qu'ils puissent adhérer. La majorité sera parlementaire. Oui, parce que la politique n'appartient pas seulement à ceux qui sont élus. Ceux qui ont le quota. Voilà. Ceux qui ont le poids politique, comme on aime le dire, ni à ceux qui sont dans les institutions. La question politique, la gestion de la res publica est une affaire de nous tous. Nous avons tous un avis à émettre. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, si les choses sont bien organisées, le chef, au contraire, maintenant, il a plusieurs bras. Sur la visibilité sur le terrain, on va les sentir. Et d'ailleurs, je pense qu'on les sent déjà. Il y a plusieurs regroupements qui étaient un peu endormis. Aujourd'hui, se réveillent. On se réveille parce que nous venons d'avoir de l'importance. On se réveille parce que nous savons aussi que le pays a une difficulté dans la partie nord, dans la partie est du pays. Et alors, c'est le moment de prouver que la vision du chef de l'État est une vision qui marche, que la vision du chef de l'État est une vision qui concerne la patrie, qui concerne toutes nos 26 provinces, sans en retrancher une. Alors, Madame Ernestine, est-ce que dans les 40 membres du Présidium, il y a quelques femmes? Pensez-vous que ces femmes peuvent relever les défis? Parce que nous connaissons dans la classe politique congolaise, on dit qu'il y a plus la promotion canapé, les femmes ne font pas les efforts, puisque les hommes ne sont pas sur le terrain, ils sont là pour regarder les cabellos, maquillage et autres. Pensez-vous que c'est une erreur de mettre les femmes comme les chefs aussi de corps?
Bon, déjà, on va dire que nous avançons à petits pas. Ce n'est pas suffisant. Parce que dans notre entendement à nous, qu'on mette de nouveaux regroupements, c'est bon. Mais dans notre entendement à nous, il devait y avoir une structure comme dans nos partis. Structure spécialisée. Une structure qui représente la femme et une autre structure qui représente la jeunesse. Parce que lorsque vous regardez la configuration, la jeunesse n'est pas présente. Elle sera... Il y a déjà un problème. C'est déjà un problème. Elle sera représentée par rapport aux partis où ils sont en train de se battre. Mais est-ce qu'on leur donne droit au chapitre? Participer dans les réunions de manière effective, la de manière positive. Est-ce qu'on donne à la femme le droit de pouvoir, dans les différents groupements, de pouvoir participer de manière effective? Nous disons non. Nous avions souhaité l'ouverture, bien évidemment, de ces présidiums, mais avec la particularité d'avoir un quota femmes, donc une structure qui représente les femmes, et une autre structure qui représente la jeunesse. Voilà comment nous, on avait pensé que les choses devaient être faites. Malheureusement, les choses ne sont pas faites de cette façon. Bien au contraire, lorsque nous entendons les gens parler de promotion canapé, on s'est dit, c'est une façon... Il n'y a pas la méritocratie, il y a plus le favoritisme. Très fâcheuse d'y réfléchir. On ne peut pas réduire la femme à la promotion canapé. Il faut au contraire équilibrer. Si nous avons 50 hommes, pourquoi ne pas faire 50 femmes? Il y a des femmes méritantes. Aujourd'hui, vous êtes tous contents de la ministre d'État, Thérèse Kayikwamba. Thérèse Kayikwamba. Vous êtes tous contents de l'entendre, de voir comment elle prend à cœur la diplomatie du pays, de voir comment elle travaille avec expertise. Aujourd'hui, on se rend compte que dans le gouvernement, on a une Premier ministre, une dame. On se rend compte qu'elle est au four et au moulin. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau de la Banque centrale, nous avons une femme gouverneur. Et donc, elle est au four et au moulin. Je pense qu'il faut arrêter les stéréotypes. Lorsque l'on sait faire le casting, on va se retrouver avec des femmes qui méritent. Et quand vous regardez la configuration de ces gouvernements, on parle de promotion canapé pour les femmes. Il y a aussi de promotion canapé aujourd'hui pour les hommes. Vous avez vu le ministre d'État Constant Moutamba, lorsqu'il a commencé à gérer, lorsqu'il venait d'entrer au gouvernement, il a déploré les déviations que nous rencontrons aujourd'hui, non seulement dans la ville de Kinshasa, mais dans les pays de manière générale. Et donc, ces problèmes-là ne s'appliquent pas seulement aux femmes, ces problèmes s'appliquent aussi aux hommes. Et quand vous regardez la configuration de ceux qui sont dans nos institutions, il n'y a pas, quand on veut parler d'une certaine incompétence, si on a trouvé quelques femmes incompétentes, c'est une petite portion, parmi la petite portion qui est nommée. Mais il y a beaucoup d'hommes incompétents, parmi le grand quota de ceux qui sont nommés, il y a des hommes incompétents. Dans des machos, les gens qui ne méritent pas, non, qui sont là pour simplement critiquer la femme, mais incapables de donner les résultats. Sur terrain, quand vous regardez le nombre de ministres qu'il y a sur terrain, commencez vous-même à regarder, vous allez vous rendre compte qu'il y a des ministères dont nous n'entendons même pas parler. Quelle est l'action de ces ministres-là? On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait dans son secteur. On se rend compte simplement lorsqu'on est en train de suivre le conseil des ministres. Tiens, je n'ai jamais vu celui-là. Ah, c'est encore quel ministère? Alors on vous dit, non, c'est tel autre ministère. Nous sommes étonnés. Donc, ce ne sont pas des femmes, hein? Ce sont des hommes. Donc, il faut équilibrer la critique. Donc, quand Constant Moutamba dit, il faut équilibrer la critique. Il y a la critique sur les femmes, il y a la même critique sur les hommes, parfois même pire sur les hommes. Donc, quand je ne sais pas qu'est-ce que vous avez contre les Kabelo, mais c'est un style. Même en Occident, les dames d'outre-mer, on ne se rend pas compte. Hein? Vous pensez que c'est toujours leurs cheveux, elles ajoutent des extensions. Merci. Et donc, c'est un débat élagué. Merci. Donc, quand Constant Moutamba dit... on ne peut pas être ministre sans faire des réformes. Donc, il y a certains ministres qui font les stages.
Donc, ils ne sont pas là pour donner des résultats. Alors, Madame Ernestine, avant de toucher l'actualité, 1 minute, c'est que vous puissiez vider cette question d'arrière. Quelqu'un m'a dit quand le chef de l'État a reçu les députés, les gens de l'Union sacrée ici, il les a dit, vous ne m'accompagnez pas. Juste après, on a vu des gens descendre dans leur village, aller mobiliser. C'est comme si... Ne faites pas de la provocation parce que sur notre plateau, j'en ai parlé. Comme nous sommes allergiques à la critique, il y a des gens qui se sont permis de dire que je n'avais pas le droit de le dire parce que j'étais de l'Union sacrée. Donc, ne rentrons pas sur ce terrain. C'est quand même dommage. Le chef de l'État, c'est un père de famille. Le chef de l'État, il a une vision. Et pour bien faire sa vision, il a des gens qui l'accompagnent. Mais il a le droit de constater, de dire que je me suis senti seul. Vous ne m'avez pas soutenu. Je pense qu'il en a le droit. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas prévu dans votre agenda une action de visibilité? Pourquoi la faire après la plainte du président? Là, vous donnez le bras long à ceux qui veulent vous critiquer. Et donc, il faut qu'un politique fasse des activités qu'il a prévues. Donc, ceux qui pensent qu'ils l'ont fait parce que le chef a annoncé le gouvernement de l'Union nationale pour un positionnement, donc ils n'ont pas tort. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être aussi qu'ils ont tort, mais moi je sais que nous, les acteurs politiques, lorsque l'on entend la question des nominations, faut-il qu'il y ait un remaniement? Faut-il qu'il y ait une nomination au niveau des entreprises publiques? Chacun fait son offre. Chacun démontre au chef que je suis capable de faire, je suis capable de mobiliser. Voilà l'enseignement que mon parti, que le regroupement, la sensibilisation, sinon comment davantage rappeler au peuple congolais qu'ils doivent être des patriotes. Merci, je ne vais pas vous laisser dans ces terrains très glissants. Mais c'était quand même important de vous poser toutes ces questions. Il y a même un ministre qui m'a dit, Delphin, il y a certaines personnes qui ont même loué des féticheurs. Ils ont ménagé ça à la maison, matin, midi, soir, pour chercher à voter le chef de l'État. Alors, Madame Ernestine Nyoka, les dialogues s'imposent aujourd'hui, selon les opposants. Vous avez suivi le président angolais, qui est le président de l'Union africaine. Il avait reçu le prélat et les gens de l'ECC lundi. Et il a parlé avec eux. Et le mardi, il a reçu les chefs de l'État. Et par après, il a annoncé qu'il y aura un dialogue. Pensez-vous que ce dialogue est imposé par l'Union africaine et la communauté internationale? Parce que le chef avait dit serait la ligne rouge de négocier avec le M23. D'abord, il faut faire la part des choses. Le chef de l'État n'a jamais dit qu'il n'y aura jamais dialogue. Il faut faire la part des choses. Le chef a fait un distinguo. Nous devons dialoguer, oui, parce que nous savons tous que de manière générale, les guerres, on ne va pas simplement sur les terrains militaires. Au-delà du terrain militaire, il y a les terrains, il y a la diplomatie. Et au-delà des terrains diplomatiques, il y a aussi des concertations ou dialogues avec des acteurs qui sont impliqués qui sont en pleine action, peut-être en train de déranger la République, et ceux qui sont peut-être en dehors, comme nous disons, l'opposition armée, l'opposition non armée, et la société civile, peut-être les autres forces vives de la nation, aussi peuvent s'appliquer pour que l'on termine, qu'on prenne les choses autrement, pour écourter les effets néfastes de la guerre. Et donc, le chef n'avait dit qu'il n'y aura jamais dialogue. Le chef avait dit, dialogue, oui. Mais avec qui faut-il dialoguer? Il ne faut pas dialoguer avec des personnes à qui on met le pain dans la bouche. Il avale et puis il vient vous restituer. Non, les gens qui agissent par procuration. Les gens qui agissent par procuration. J'ai voulu donner l'exemple du pain pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. Le chef a dit dialogue, oui. Mais il faut faire les dialogues avec les personnes qui réellement ont la main mise sur cette agression. Parce qu'il s'agit d'une agression, il ne s'agit pas d'une rébellion. Lorsque vous acceptez de dialoguer simplement avec les M23, avec l'AFC, ça veut dire vous cautionnez la théorie de la rébellion.
vous cautionnez qu'il s'agit d'une affaire congolaise. Alors que ce soit sur la tribune des Nations Unies, que ce soit devant les différentes organismes régionaux dans lesquels la RDC est partie prenante, que ce soit devant l'Union africaine, mais la RDC, le président de la République a démontré qu'il y a une forte mainmise du président Kagame là-dessus. Et donc, ce n'est pas une affaire des Congolais. Simplement, les Congolais sont instrumentalisés, mais au-delà de ces Congolais instrumentalisés, le Rwanda a une part très active. Nous connaissons quelle est sa part active. C'est une guerre économique. C'est quelqu'un qui pense qu'au-delà de ce que lui n'a pas dans son pays, il peut faire le lobbying ailleurs pour obtenir la richesse qu'il n'a pas et faire une rallonge au budget de son pays pour s'en sortir dans l'état de pauvreté dans lequel se retrouve le Rwanda. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas un pays à la dimension de la RDC, économiquement non plus, le pays n'est pas à la dimension de la RDC. Le Rwanda vit de beaucoup de subsides. Okay. La communauté internationale participe à plusieurs problèmes. Différents pays, telles autres les grandes puissances telles que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, accompagnent le président rwandais dans cette œuvre. Alors, lorsque nous épinglons, les chefs de l'État épinglent le Rwanda, il ne peut pas se dédire pour simplement aller négocier avec le M23 et laisser l'autre part, la part la plus importante. Parce que nous voulons la paix, mais il faut que la paix soit une paix effective avec les vrais acteurs en présence. Regardez, lorsque les chefs, surtout le grand chose, déjà pour la toute première fois, c'est lui qui a bien démontré devant les Nations Unies, à la dernière session, que c'est les Rwandais qui nous attaquent. Les Nations Unies ont milité plusieurs enquêtes. Dans différentes enquêtes, il y a beaucoup de rapports qui démontrent à suffisance l'action, l'activité du Rwanda avec non seulement les éléments du M23, mais avec les militaires rwandais de l'armée régulière sur le terrain en RDC. Donc, les éléments sont documentés. Il ne s'agit pas d'une aberration, il ne s'agit pas d'un rêve du président Tshisekedi et Félix Antoine. Non, il s'agit d'une réalité. Et donc, au-delà de cette réalité, il faut choisir la cible que pour pouvoir négocier. Il ne faut pas aller distraire le peuple congolais. Et demain, nous apprendrons qu'il va encore créer un autre mouvement, les M je ne sais combien, 29, 17 ou 34 ou quoi, avec une autre branche des incompris, une autre branche des infiltrés, une autre branche de ceux qui ne sont jamais satisfaits, que pour que lui continue à exploiter les minéraux congolais. Vous avez vu, l'Union européenne a dû revoir un accord qu'il a fait avec le Rwanda, sous lequel le Rwanda devait lui fournir des minéraux que le Rwanda n'a pas dans son pays. Mais le Rwanda a prouvé que c'est faux parce que récemment, le Rwanda a ouvert... Mais non, mais l'accord là existe. L'accord avec l'Union européenne a existé. Non, le Rwanda a ouvert ses mines, les portes de ses mines, la chaîne France 24 était là pour filmer. Il semble que le Rwanda détient des mines sur son sol. Le Rwanda n'a pas de mines sur son sol. Mais j'ai vu les images. Non. Alors, c'est une partie, peut-être qu'il a, comme il est en train de faire des incursions chez nous, on ne sait même pas, puisque Bunagana aujourd'hui, nous n'avons même pas encore fait un tour par là, puisqu'ils sont en train d'occuper. Ça peut être dans ces parties-là, ça peut être à Rubaya, où il y a beaucoup de mines. Quand les gens ne connaissent pas les frontières de la RDC, eh bien, le président Kagame, avec sa façon de réfléchir, peut les amener dans n'importe quoi. Donc vous confirmez que, le Rwanda... Il n'y a pas de minéraux au Rwanda. Je sais qu'il y a du gaz. Okay. Il y a du gaz méthane dans le lac. Le lac qui est commun, sur la partie qui appartient au Rwanda aussi, il y a du gaz.
Et nous savons aussi qu'ils ont déjà commencé à exploiter des gaz, mais qu'ils ne nous exploitent même pas sur la partie qui les concerne. Ils ont commencé encore par piquer sur la partie qui concerne la RDC. Dans le Rwanda, c'est un Ils ont pays du récélaire, gaz. un Et pays donc, voleur. et donc en tout cas, je vous passe les qualificatifs, mais c'est un pays qui prend ce qui ne lui appartient pas, qui puise à ce qui ne lui appartient pas. Même lorsque le Rwanda a commencé à valoriser le tourisme, ce sont tous des gorilles, des singes qui sont venus de la RDC, C'est quand même fort. qui ont fui. Les animaux aiment. C'est un la pays de tranquillité. montagne, le Rwanda. Il semble qu'il a. Oui, mais nous avons le plus grand parc. Ok. Depuis des siècles, c'est connu qu'il faut aller visiter le parc de la Virunga. Nous savons, nous tous, que depuis la nuit des temps, c'est un parc qui avait beaucoup nourri le pays. Le tourisme était très développé à cause de cela. Et nous avons vu comment les Belges sont venus pour réorganiser la question de ces parcs et s'y installer. Ils peuvent avoir quelques singes, quelques types de gorilles, mais ils n'ont pas la substance, la qualité qu'il y a en RDC. On ne peut pas nous le dénier, nous sommes un pays très riche. Même lorsque vous avancez vers la Grande Orientale, nous sommes les seuls à avoir l'okapi. Dans les types de gorilles ou singes, nous sommes les seuls à avoir le bonobo. Cette race-là, qui fait une très grande richesse, que tout le monde vient admirer. Nous avons, même dans la série des rhinocéros. Mais il semble que le Congo, c'est un pays des inconscients. On n'est pas en mesure de mettre ce que Dieu a mis sur nos terres en valeur. Et quand l'ennemi regarde, il estime que vous êtes les inconscients. Il vient piquer pour aller valoriser ça. Non, nous ne sommes pas un pays des inconscients, mais nous avons ce qu'on appelle une hospitalité légendaire. Tenez, en 1994, lorsqu'il y a eu crash, c'était même pas un crash, lorsqu'il y a eu l'assassinat du président Habyarimana, qui était dans les airs dans son avion, lorsqu'on l'a tué, la communauté internationale, particulièrement la France a demandé à ce que nous puissions prendre les Hutus qui fouillaient les exactions qu'il y avait au Rwanda, comme c'était la population qui était la plus, semble-t-il, beaucoup plus choyée par le président Habyarimana, et que les Tutsis étaient une population délaissée. Il y avait eu une espèce de guerre civile à la mort d'Habyarimana. Alors, tous ceux qui ont travaillé, particulièrement les militaires surtout, ils ont traversé pour venir en RDC. À l'époque de Zaïre, c'est la communauté internationale, c'est la France qui nous a obligés à ouvrir nos frontières. Nous savons tous ce qu'il y a quand il y a des réfugiés, les différentes conventions des Nations Unies. On ne peut pas laisser une population en train d'errer. Il faut une terre d'asile. La RDC a été choisie comme terre d'asile. Mais depuis ces moments, c'est en 1994, lorsqu'on fait les calculs aujourd'hui, ces gens, ils ont, ceux qui sont venus là, peut-être qu'ils sont dans les 50 ans. Ça fait déjà 30 ans. Oui. Hein? Mais déjà, à cette année-là, en 1994, d'autres avaient 30 ans. 30 ans. D'autres peut-être avaient 40 ans. Ils sont dans les 60 aujourd'hui. Ils peuvent être dans les 50, 50, 60. Donc, c'est déjà des personnes, on va dire, un peu amoindries que pour faire le grand combat armé. Mais le Rwanda nous dit, jusqu'aujourd'hui, que nous avons hébergé des FDLR. Dans certains faux prétextes, c'est qui font chaque fois des incursions, qui viennent au Rwanda que pour semer des troubles. Nous pensons que c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que la RDC, à son temps, avait organisé des actions ou des expéditions où l'armée rwandaise est entrée dans ce pays. Je pense que c'était opération Amani ou Amani Léo. Le Rwanda était entré. Il y avait le même prétexte avec l'Ouganda. L'Ouganda aussi avait fait entrer ces éléments pour venir rechercher les ADF Nalu et l'autre pour venir rechercher les FDLR. Ce n'était pas une action cachée, c'était une action ouverte. Alors, depuis ces temps où ils avaient eu l'autorisation de venir chercher ces fauteurs de troubles, depuis aujourd'hui, depuis tout ce temps, ils n'ont pas récupéré. Nous pensons que c'est un prétexte, et le prétexte-là n'est pas faux. C'est vraiment un prétexte fallacieux qui leur permet de faire des incursions, qui leur permet d'être présents,
qui leur permet d'exploiter nos minerais, évidemment, malheureusement, il y a aussi certains Congolais, fils du pays, qui prêtent main forte aux étrangers et les minerais sortent. Alors, Madame Ernestine, quand les opposants, les rebelles qui sont invités à ces pourparlers au Rwanda posent des conditions au régime de Kinshasa, pensez-vous qu'ils ont droit de poser les conditions parce qu'ils ont quelques territoires de la République démocratique du Congo? Moi, j'aimerais quand même d'abord dire ceci. Pour tout le monde aujourd'hui, la RDC négocie en position de faiblesse. Ouais, c'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens pensent. Mais les gens oublient que nous ne sommes pas en position de faiblesse. Comment ça? Nous sommes soucieux de la population qui est en train de souffrir. Nous sommes soucieux de voir que des mères de famille, des jeunes filles, des enfants, des jeunes garçons, des élèves qui ne peuvent pas étudier, des pères de famille qui ne peuvent pas vaquer à leur occupation, sont massacrés comme du bétail. C'est un souci. C'est un souci permanent. Et je pense que c'est ça qui motive les marches que vous avez vues de soutien au FARDC, de soutien aux compatriotes Wazalendo. S'il y a eu toutes ces marches-là, c'est à cause de ces massacres-là. Cette population est en train de souffrir. Pas plus tard que, je crois, ça peut faire maintenant 15 jours peut-être, ou 3 semaines, si je m'abuse, il y a eu un meeting à Bukavu, hein, sur la place de l'Indépendance. Nanga, le président Nanga était en train de tenir un meeting. Puis on a largué de bombes. Mais il fallait suivre la suite pour savoir quelle a été la position de ceux qui étaient sur place là, du mouvement rebelle. Le mouvement rebelle dit Kinshasa a balancé des bombes, a largué des bombes sur Bukavu. Kinshasa va larguer des bombes sur Bukavu comment? C'est vous qui occupez, c'est vous qui amenez vos gens à venir écouter vos meetings. Et donc, des prétextes pour trouver des moyens pour davantage noyer Kinshasa. Des prétextes qui, en réalité, ne tiennent pas la route. Moi, j'aimerais qu'on puisse tabler sur ces questions pour voir la faiblesse, elle est là ou la faiblesse n'est pas là. Non, jusque-là, nous avons eu le Nord Kivu, nous avons eu le Sud Kivu. Vous avez eu une partie du Nord Kivu. Puisque le ministre, le VPM de la Défense, a pu atterrir sur Béni, non, via l'aérodrome de Béni. Béni n'est pas sous occupation. Butembo, je crois, comment ça s'appelle encore, Lubero, si je ne me trompe pas, Walikale, quelque chose comme ça. Il y a encore des territoires du Nord Kivu qui ne sont pas occupés par la partie rebelle. Et lorsque vous faites le mouvement vers le Sud Kivu, s'il vous plaît, vers le Sud Kivu, Uvira, à la dernière information que j'avais reçue, pas encore Uvira, les plateaux de Fizi, je crois pas encore. Sinon, quelques incursions que pour pouvoir bousculer et effectivement entrer sur Uvira. Par contre, même quand vous êtes dans la ville de Bukavu, les chefs-lieux, il y a des communes. Quand vous allez vers l'aéroport de Kavumu, à Bagira, il y a encore un mouvement où le Wazalendo et le phare de se tirent, où ils sont encore un peu forts par là. Quand vous regardez aussi la partie Walungu, sur le territoire de Walungu, ça c'est le Sud Kivu, là aussi, les rebelles n'ont pas vraiment la même mise. Donc, ça fait une partie du Sud Kivu. Et ça fait aussi une partie du Nord Kivu. Peut-être qu'avec le Nord Kivu, on peut dire c'est la partie qui a plus de minerais, c'est la partie utile. Parce que nous savons tous que le Nord, surtout lorsque on quitte Bunagana, on commence à entrer dans les territoires tels que Massissi, Rutshuru, Saké. Non, Saké, pas tellement Saké. Saké est vraiment à côté de Goma. Je crois que ça peut faire une quarantaine de kilomètres. À Rubavu, la fameuse Rubavu, là c'est encore bien avant d'arriver sur Rutshuru. Là, il y a des mines importantes.
des mines importantes qui interviennent dans la fabrication des ce que nous appelons les outils de la nouvelle technologie ici. Téléphone, portable et tout ce qui accompagne. Ce sont ces parties-là qu'eux occupent. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, ils sont en pleine exploitation des minerais. C'était ça aussi l'objectif poursuivi. Ce sont les minerais. Comment servir à leur mettre en pensée pour que cela puisse aller servir où ils ont différents contrats à l'Occident. Et donc, nous avons 26 provinces. Nous avons 26 provinces. Sous les 26 provinces, c'est vrai, ne sont plus intactes, mais le nord et le sud Kivu font encore partie des provinces qui sont nos provinces, mais qu'il faut élaguer les parties qui ont l'insécurité. Maintenant qu'ils sont invités à la table de négociation, puisqu'ils voulaient la négociation, c'est le moment de poser leurs problèmes. Alors, madame. Si c'est un problème congolais tel qu'on le dit, puisque le dialogue avec le processus de Luanda vient d'être ouvert, préparez les cahiers de charges et nous allons négocier. Mais nous ne négocions pas en position de faiblesse. Est-ce que c'est un piège? Il y a un élément dernier que je voudrais ajouter important. L'autre élément important, vous vous battez, vous vous imposez par force pour après faire une négociation et venir participer à la gestion de la République. Mais pourquoi vous vous battez puisque vous êtes fort? Il fallait foncer, aller jusqu'au bout. Mais vous vous battez parce que vous n'êtes pas les détenteurs du pouvoir. Les détenteurs du pouvoir, c'est lui qui a été élu par la population congolaise. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas encore vidé son mandat, qui est en plein mandat. Et donc, la négociation, c'est lui qui doit pouvoir l'orienter pour la RDC, c'est lui qui doit pouvoir aller, si c'est l'Union africaine qui a besoin de lui, si c'est les Nations unies, l'Union européenne, à tous les organismes, même les organismes régionaux, c'est bien lui qui doit pouvoir représenter. Merci. Donc vous vous arrachez de force, donnez votre cahier de charges. En ce moment-là, on dira, ce n'est pas en position de faiblesse. Merci. Vous êtes en train d'exercer une contrainte que pour obtenir le pouvoir. Donc, la RDC n'est pas en position de faiblesse. Vous venez d'expliquer cela avec vos arguments. Espérons que le peuple vont vous comprendre. Alors, Madame Ernestine, j'ai suivi ces pantins de Nanga. Hier, l'homme qui tue les Congolais, ses propres frères, dire que l'AFC et le M23, ils ont fait un grand travail. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne voyage plus beaucoup avec l'argent de l'État. Félix Tshisekedi a libéré les prisonniers politiques. Félix Tshisekedi a accepté d'ajouter l'argent aux soldats. Félix Tshisekedi a demandé à ce qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions. Est-ce que ça, ce n'est pas le mérite de l'AFC face à cette guerre? Et le régime de Kinshasa a compris ce que les opposants lui disaient. Je crois qu'il ne faut pas voir les choses de cette façon-là. Avant que l'AFC entre dans la danse, je crois que le président Tshisekedi, à la fin déjà du premier mandat, avait déjà organisé la mobilisation pour amener les jeunes à pouvoir adhérer à la formation militaire pour que nous puissions avoir un nombre suffisant des éléments de nos forces armées. Déjà dès la fin du premier mandat. Toujours dès la fin du premier mandat, la communauté internationale avait levé l'embargo sur les armes. Cet embargo qui a fait plus de 40 ans, qui gênait la RDC. L'embargo a été levé. Et quand l'embargo a été levé, l'AFC n'était pas encore présent. Et le président Tshisekedi a pris le temps de pouvoir prendre des contacts militaires, qui avec la Russie, et qui avec la Chine, qui avec les États-Unis, que pour pouvoir acheter des armes, on va dire, appropriées, parce que bon, les temps changent, la technologie avance. Aujourd'hui, on a besoin de drones pour vérifier les positions de l'ennemi, pour qu'on sache c'est par où, ils sont leurs zones d'implantation, par où on doit pouvoir larguer nos bombes que pour ne pas pénaliser les populations civiles. La technologie change et donc il faut
pouvoir acheter des armes de pointe. Donc, on a commencé à faire ce travail-là déjà vers le premier mandat. Seulement, l'enveloppe que demande l'armée, puisqu'il s'agit d'une situation exceptionnelle, ce n'est pas une situation qui avait été budgétisée, que nous allons faire la guerre parce qu'on nous attaque à l'est du pays. Par rapport à ça, ça demande beaucoup de fonds. Et la réflexion est déjà été sur la table pour voir comment amener, mobiliser les recettes pour acheter toutes ces armes. La moindre des choses, c'est de voir les institutions utilisent quels moyens avec nos finances publiques. Est-ce qu'il ne faut pas voir là où il y a des trous pour donner plus à l'armée, pour donner un peu plus d'avantages aux soldats qui sont sur terrain, pour davantage augmenter aussi leurs soldes? N'oublions pas qu'il y avait déjà, dès le premier mandat, ce qu'on appelle la loi de la programmation militaire. Cette loi avait déjà organisé beaucoup de choses. Mais il faut mobiliser des moyens que pour arriver à faire cela. L'AFC n'existait pas encore. L'AFC est une création récente. Hein? Création récente, ici, au second mandat du président Tshisekedi. L'AFC est une création nouvelle. Donc, ce n'est pas la pression de l'AFC. C'est un programme normal que pour pouvoir se battre avec tous ceux qui font l'incursion au pays. C'est un programme normal pour protéger nos frontières, protéger nos populations. Parce qu'on ne peut pas aimer la terre sans aimer les populations. Alors, Madame Ernestine, parce que vous défendez les régimes, vous défendez la patrie, est-ce les recommandations, bon, pas les recommandations, mais les réclamations, le préalable que le M23, l'AFC pose, est-ce que ce n'est pas légitime? Parce que le président rwandais a dit, c'est un peuple meurtri. Les Tutsis congolais qui sont là-bas, ils sont en train de pleurer. Je me vois dans l'obligation de compatir avec certains politiques, on parlait de compatir, donc de les aider. Est-ce que leurs revendications ne peuvent pas être prises en considération par le régime de Kinshasa? Pour moi, je me dis qu'il s'agit d'un faux débat. Parce que de tout temps, lorsque déjà en 1885, les frontières ont été découpées, les frontières peut-être initiales avec ce que nous avons comme différents royaumes, on n'avait peut-être pas une grande partie avec les populations nilotiques. Mais ils ont été intégrés. Ça s'appelle la conférence de Berlin. Au-delà de la conférence de Berlin, lorsque vous regardez l'action de Mobutu, le président Mobutu, c'est quelqu'un qui s'est préoccupé de cette minorité qui était devenue congolais. Parce que est congolais, tout celui qui se retrouve sur le sol congolais depuis 1885. Donc, il n'y a pas une stigmatisation. Il peut y avoir 1, 2, 3 incartades, mais au niveau des choses du gouvernement, des structures étatiques, eh bien, la question a été élaguée. Même la question des Baswahili, c'est des questions isolées. Vous savez que sous Mobutu, nous avons eu, il avait un directeur du cabinet qui était bien célèbre, Bisengimana. Lui, il n'a pas fait les différences. Le peuple congolais, ce sont les politiques qui font les différences. En faisant ces différences, en fait, vous êtes en train de meurtrir un peuple. Il y a beaucoup de mariages entre les Tutsis, les Hutus et les Bantous congolais. Il y en a beaucoup. Le Belge lui-même, quand il a fait la colonisation, il a pris une grande partie de la population Tutsi qu'on a amené à l'époque au Haut-Katanga, avec une grande partie de la population kassaïenne, Grand Kassai, amenée dans le Haut-Katanga pour construire la Gécamine. Donc les Tutsis congolais existent. Les mines. Donc les Tutsis congolais existent. Toujours dans la même logique, le Belge a pris une bonne partie de cette population, avait reversé dans le Grand Équateur. Toujours dans la même logique, la même population, une bonne partie, avait aussi été reversée dans le Grand Kassai. L'entente a toujours été au rendez-vous
sauf 2-3 problèmes avec les politiques qui viennent attiser le feu. De manière générale, nous ne sommes pas ennemis avec la population Hutu, avec la population Tutsi. Le peuple congolais n'est pas ennemi avec eux. Le peuple congolais ne stigmatise pas non plus la population swahiliphone. Mais c'est ce que Chola a dit. Vous avez suivi d'ici moi qui a dit si les Congos n'aiment pas de Baswahili, les Congos doivent quitter, laisser les Baswahili. Vous avez suivi la Senko et à l'époque aussi, sous Mobutu, le peuple Luba avait été marginalisé, traumatisé dans le Grand Katanga. C'est toujours les politiques. À la recherche de certains avantages, à la recherche de certaines sensations, on veut exagérer. Moi, j'aime bien citer le cas, c'est mon confrère avocat. Maître Roubaix-Roy. Azarias. Il va dire, on va lui dire qu'il n'est pas congolais. Retournez chez vous. Vous risquez d'avoir des problèmes dans les réseaux sociaux. C'est un nom sensible. C'est un nom très sensible. Ça veut dire que ça n'existe pas. Même à l'époque, sous les gouvernements qui sont passés, il y a toujours une portion dans les hommes politiques qui gèrent l'exécutif. Il y a toujours une portion de cette population-là qui fait aussi partie prenante au gouvernement. Quand on fait les élections, Alexis Guissaro a parlé récemment quand on fait les élections, ils sont aussi élus. Il y en a à Massissi élu, il y a au Massissi plutôt, chose à Rutshuru, à Jomba, ils sont élus. Mais pourquoi alors leur à Bunagana, ils sont élus. Pourquoi leur facette dérange les Congolais? Leur facette ne dérange pas les Congolais. C'est ce qu'Alexis Guissaro a dit. Il a fait un briefing avec Mouyaya. Apparemment, leur facette dérange parce que quand Kagame fait monter les enchères pour les défendre, c'est comme s'ils sont en intelligence avec Kagame. Ça crée une frustration, une colère aux Congolais. Avez-vous déjà suivi sur un seul de ces gouvernements, commencé depuis Kassavubu, Mobutu, Laurent Désiré, Joseph Kabila, Félix Antoine Tshisekedi? Avez-vous déjà suivi un seul de ces gouvernements faire une activité contre cette population et leur demander rentrer, aller de l'autre côté aux choses au Rwanda? Avez-vous déjà suivi? Non. Jamais. Par contre, c'est le pays Rwanda qui ramasse un programme fait par je ne sais qui. Ils vont faire un royaume Ima Tutsi, quelque chose comme ça. Des rêves de ce genre-là. Vous allez déraciner. C'est la communauté internationale qui a mandaté ces plans au Rwanda. Vous allez déraciner une dame, un monsieur, qui est né à Rutshuru, a grandi à Rutshuru, a tout son passé des arrêts qui sont aux choses à Rutshuru. Vous allez lui dire que non, vous là, vous avez la faciès, rentrez de l'autre côté. Ça ne s'est jamais fait au Congo. Et je pense que ça ne se fera même jamais. Est-ce que le Rwanda veut imposer une politique d'aspiration au Congo? C'est ce que le Rwanda veut faire. Parce que quand vous suivez l'actualité, vous voyez ce qui se passe dans les zones occupées. La population fuit les territoires quand c'est des guerres. Ils vont se réfugier dans un autre territoire. Et bien quand ça reste vide, nous avons vu aussi beaucoup de vidéos. On nous ramène des gens d'ailleurs qui viennent s'installer, qui viennent prendre l'espace dans la contrée qui est restée vide après une guerre. Je pense que c'est des problèmes que l'on crée. Que l'on crée parce qu'on a des ambitions. Que l'on crée parce qu'on a besoin d'augmenter l'économie de son pays. On veut se faire très important. On pense qu'on peut tout gérer avec la RDC. Merci. Alors, madame, on est vraiment à la fin. Madame Ernestine, la dernière question, c'est la formation du gouvernement de l'Union nationale, parce qu'il y a ceux qui pensent que face à cette situation, il faut faire un gouvernement des crises. Quel type d'hommes qui sont censés se retrouver dans ces gouvernements? Est-ce les gens qui ont... on appelle ça comme un carnet... carnet d'adresse. Carnet d'adresse. Sur le plan de la justice, ils ne sont pas reprochables.
Est-ce les gens qui ont les quotas, qui ont des députés au Parlement, qui sont censés se retrouver dans ce gouvernement de crise, gouvernement des guerriers, pour apporter des solutions? Non, on a déjà eu un gouvernement des guerriers qu'on a appelé des warriors. Moi, je pense qu'à défaut de parler du gouvernement de cohésion nationale, d'union nationale, non, de cohésion nationale, on peut parler de gouvernement de salut public. Salut public. Oui. Ok. Parce qu'il faut mettre tout le monde ensemble, tous les Congolais ensemble. La partie nord a des choses, des gens qui viennent troubler l'ordre public ou l'ordre simplement dans le pays. Il vaut mieux parler de gouvernement. Je pense de salut public, ça répondrait à un certain nombre de desiderata. Parce que lorsque nous parlons aussi de cohésion nationale, il y a des gens qui vont nous dire non, nous on ne peut pas se mettre ensemble avec vous parce que nous on gère nos carrés miniers de l'autre côté, parce que nous protégeons une population qui est minoritaire. Ce sont des faux fuyants. Faisons un gouvernement de salut public et comme ça, ça n'appellera pas autant de discussions. Quels sont les critères? Je pense sincèrement qu'il faut mettre à contribution les services de sécurité. Il faudra que nos services travaillent à la désignation des personnes qui vont faire partie du gouvernement. Donc, pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Il faut mettre de vrais vertébrés. Il ne faut pas parler de poids politique. Parce que le poids politique a marqué ses limites. Je pense aussi qu'il faut saluer déjà l'œuvre, je pense, salvatrice qu'a commencé Maître Bérande, le conseil spécial chef de l'État en matière de sécurité. J'aimerais vraiment que cette question puisse être épulsée à fond pour qu'on trouve des personnes, pas simplement politiques, mais des personnes qui ont une expertise. Des personnes qu'il va falloir absolument... l'expertise, ça veut dire aussi qu'il faut quand même que quelqu'un ait eu un parcours. Pas une personne qui sort... Pas les apprenants. Oui, il sort de la maison, il avait eu son diplôme licence ou doctorat. Et ça encore l'odeur de l'auditoire. Il y a plusieurs années et qu'il n'a jamais travaillé, même pas dans l'administration, simplement de la République. Parce que le travail, l'expertise dont nous sommes en train de parler, il ne s'agit pas simplement d'une expertise parce que vous êtes allé dans des fonctions politiques. Non, non. Expertise aussi, vous devez maîtriser le pays, vous devez maîtriser l'administration du pays. Parce que lorsque l'on va gérer, c'est pour prendre les administrés, on va les rapprocher de l'administration publique de manière générale pour que leurs intérêts soient réellement pris en compte. Donc ce sont ces gens-là qu'il faut pouvoir mettre. Est-ce que la et pour les nommer, attendez, je n'ai pas fini. Et pour les nommer, les dossiers doivent être répulsés au niveau des services de sécurité. Ce n'est pas seulement les partis politiques qui doivent pouvoir, parce que sinon les partis donneront qui ils veulent. Donc c'est l'aspect technocratie lié à l'aspect politique. Un bon politique, mais technocrate. Et au-delà de ça, il faudra faire aussi une structure réduite. Ce n'est pas parce que nous voulons faire un gouvernement de salut public que nous allons avoir tout le monde et nous allons disséquer davantage les différents ministères. Il y a des ministères qu'il faut coupler. Pourquoi pas tripler aussi et ajouter des vice-ministres. En ce moment-là, on sait conjuguer très fort, on sait mettre les éléments de paix en symbiose avec là où il y a des soubresauts de guerre. Merci, Madame Ernestine Nyoka. Espérons que votre proposition ne va pas créer des frustrations, parce que si on fait un gouvernement très réduit, les autres risquent de dire on n'est pas représenté et ça risque de créer encore des rébellions. Regardez la caméra. Tout le monde ne peut pas être représenté dans tous les cas. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit dans cette émission? C'est aussi votre mot de la fin. Ce que j'aimerais dire, que je n'ai pas pu dire, c'est d'appeler tout le peuple congolais
à regarder dans la direction du chef de l'État. Ces problèmes que nous avons aujourd'hui, cette insécurité, secoue la République. Elle ne secoue pas, comme j'entends parfois les gens dire, non, c'est à l'Est. Ce n'est pas à l'Est, elle secoue la RDC. Donc, nos clivages politiques, peut-être nos clivages régionaux ou nos clivages, on va dire, en termes de confession religieuse, ah non, ce sont les catholiques qui se sont levés pour aller chercher les dialogues, non, les protestants étaient là, non, nous les réveils, on n'était pas là, ah, les musulmans, on ne les a pas vus, non, on n'a pas vu les orthodoxes. Tout ça là, nous devons mettre toutes ces différences de côté, regarder dans la même direction pour que nous puissions participer effectivement à élaguer la guerre définitivement et obtenir une paix durable dans toute la RDC. Merci Madame Ernestine Nyoka. Je précise que vous êtes vice-ministre honoraire du budget sous le régime de Joseph Kabila Kabange et aussi vous êtes présidente d'un grand parti politique, CPD, parti créé en 2023 ou 2022 ? Non, en 2022. En 2022, vous soutenez avec vos démarches le chef de l'État. Nous sommes signataires de la charte de l'Union sacrée de la nation. D'abord, j'ai adhéré à titre personnel sous le régime, je vais dire, à l'époque du défunt Kitenge Yesu, que son âme repose en paix. Nous avions adhéré à l'Union sacrée en son temps et après nous avons adhéré en tant que personnalité. Après nous avons adhéré avec notre structure, le CPD, Congrès des patriotes démocrates. Nous les patriotes, nous disons la patrie ou la mort. La patrie ou la mort, c'était votre mot de la fin de l'émission d'aujourd'hui, mais nous allons encore vous recevoir dans ces cadres meilleurs de communication plus télévision. Un grand merci à notre DG @Mukuna. Et cette émission va passer dans plus de 16 chaînes, 10e Télévision, BRD Télévision, Centrale Télévision et tant d'autres. Et aussi cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV, Delcas Télévision et Communication plus TV. Et notre RDC est possible. La patrie ou la mort. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.